Bienvenue dans ce 6e volet du calendrier de l'Avent 2025, neuropositif. Oui, c'est comme une petite fenêtre de calendrier que l'on ouvre chaque jour en découvrant quelque chose dont j'espère que vous le trouverez aussi scintillant et pétillant que c'est mon cas. Et aujourd'hui, nous allons aborder cette question splendide de l'autocompassion, de la capacité de se donner de la bienveillance à soi-même. Mais je vais vous inviter à commencer par imaginer une situation. Que votre meilleur ami ou quelqu'un qui vous est cher vous appelle en disant « Écoute, voilà, j'ai fait une erreur au travail ». Est-ce que votre réaction sera de lui dire « Mais quel abruti, t'es vraiment trop bête, tu peux pas t'en empêcher, oh là là, toi alors, qu'est-ce qui ne tourne pas avec toi ?» Probablement pas. On est d'accord. Vous lui direz probablement quelque chose comme « Bah oui, tu es humain, tout le monde fait des erreurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider ? Comment est-ce que tu vas faire pour rattraper la situation ?» Maintenant, pensez la dernière fois où vous avez fait une erreur. Qu'est-ce que votre voix intérieure vous a dit ? Est-ce que vous vous êtes adressé à vous-même des paroles du même ordre, de la même nature, de la même tonalité que celle que vous diriez à cet ami? Probablement pas. C'était quelque chose qui s'approchait sans doute beaucoup plus de quelque chose de plus critique de la première version que je vous ai indiquée. Et oui, bienvenue dans le monde épuisant de la sarabande dans notre tête, où nous sommes à la fois le procureur, le juge, le jury, de notre propre valeur, avec toujours des commentaires comme « pas assez bien », devrait faire mieux, embarrassant, vraiment pas terrible, nul, bête. Combien de fois entends-je des gens dire « Ah, qu'est-ce que je suis nul !»« Ah, j'ai vraiment été bête !» Ce sont des jugements de valeur, cela fait du mal. D'où la question, est-ce qu'il existerait une autre manière de procéder ? Et si cette gentillesse que nous sommes, en général, capables de donner à ceux que nous aimons, nous pouvions également la retourner vers nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'autocompassion, et ça n'a rien à voir, contrairement à la crainte de beaucoup de personnes, avec le fait d'être indulgent à l'excès envers soi-même. En réalité, c'est une question fondamentale de santé physique et psychique, et en réalité de qualité de vie. Il y a aujourd'hui une véritable science de la bienveillance envers soi-même qui est en train de sortir de tout le terrain de recherche que je partage avec vous et qui m'enthousiasme tellement de jour en jour. L'autocompassion, je l'ai dit, ça n'est pas de la complaisance, ce n'est pas de la mièvrerie, ce n'est pas du laxisme, c'est une pratique neurologique puissante qui conduit même à la reconfiguration de votre cerveau. Littéralement. Je n'aime pas le mot recablage, parce que les neurones sont des êtres vivants qui se connectent et se déconnectent, donc je n'aime pas l'idée de câbler et recabler, on n'est pas dans un système électrique. Par contre, notre cerveau peut se reconfigurer. Il change sa configuration. Alors Christine Neff, par exemple, professeure associée de psychologie à l'université du Texas à Austin, là où vit le légendaire musicien country Willie Nelson, une pionnière dans le domaine de l'autocompassion, a démontré que l'autocompassion active le système de soins mammifères. Caregiving system. C'est quoi ? C'est qu'on a en nous une pulsion profonde à prendre soin d'eux. Prendre soin d'autrui pour commencer. C'est évidemment un système qui s'active dans la parentalité. Tout l'instinct maternel et paternel, c'est du caregiving. Mais d'une manière générale, nous avons besoin dans nos vies d'avoir des gens dont nous aimons prendre soin et qui, en retour, vont pouvoir aussi prendre soin de nous lorsque nous en avons besoin. Et en fait, l'autocompassion active ce système de soi à soi, de nous-mêmes à nous-mêmes, en libérant de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement et du lien, mais qui donne également confiance en soi, confiance dans sa propre vie et ses propres ressources, qui donne du courage face à l'existence. C'est pour ça que les mères ont un instinct maternel extrêmement doux, extrêmement bienveillant, mais qui peut savoir devenir combatif parce qu'elles ont des ressources d'ocytocine. Et donc tous ces bienfaits se déroulent quand on apprend à se donner à soi-même de la compassion. Les travaux de mes collègues Newberg et Waldman sur les neurosciences contemplatives ont également montré des choses absolument fascinantes, et notamment ce paradoxe. Les personnes qui pratiquent l'autocompassion sont en réalité plus motivées, plus résilientes, plus performantes, mais aussi plus humbles que celles qui s'autocritiquent.
On pourrait croire que la capacité de s'autocritiquer, et bien sûr, il faut savoir voir le plus objectivement possible ce qui est déficient, ce qui est maladroit, ce qui peut gagner à être amélioré. Mais ça n'a rien à voir avec cette voix critique dénigrante. Et la voix critique dénigrante n'est pas du tout modeste ou humble. C'est de la fausse modestie. C'est en fait une forme de mégalo. Je dois pouvoir me tyranniser jusqu'au moment où je serai presque parfait, alors que non, notre humaine nature ne sera jamais parfaite. Et ce qui est intéressant quand on regarde les processus, c'est que l'autocritique active, lorsqu'elle est chronique, elle actionne les circuits de réaction à la menace dans le cerveau. Ça déclenche une réponse de stress qui inhibe l'apprentissage, la créativité, la capacité de bonté et de prise de risque. Ça inhibe, ça bloque. Et la réalité, c'est que notre cerveau ne distingue pas entre une menace extérieure et la menace interne de notre voix critique. Quand je me dis « mais qu'est-ce que je suis nul, qu'est-ce que j'ai été bête ?» Pour mon cerveau, c'est à peu près le même effet que si quelqu'un me dit « qu'est-ce que t'es nul, qu'est-ce que t'es bête ?» Et comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un nous adresse ce genre de paroles ? Eh ben, on est mortifié, on est en colère, on est stressé, on est mécontent et surtout on se sent en danger. Donc à chaque fois que nous nous parlons avec dureté, en réalité, notre système nerveux sympathique, celui de la réaction, s'active comme si nous étions en danger physique. Et à la longue, cette suractivation perpétuelle épuise nos ressources neurophysiologiques, contribuant bien sûr à l'anxiété, à la dépression et même aux maladies chroniques inflammatoires. C'est un système d'inflammation et à force de générer cette inflammation, on ouvre la porte à tout un ensemble de maladies chroniques. Et les deux mots vraiment qu'il convient d'associer sur ce sujet, c'est la sécurité dont nous avons besoin pour nous mettre dans un processus de croissance. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir être moins maladroit, faire moins d'erreurs, développer des compétences et des aptitudes, il est important de se sentir en sécurité. Un enfant que vous rabrouez, que vous frappez, que vous maltraitez à chaque erreur qu'il fait ne devient pas bon. Ça n'est pas vrai. Il peut développer un réflexe de survie à la dure pour devenir performant, mais il n'y aura pas de la bonté et de la beauté et de la maîtrise. C'est pour ça aussi que les meilleures stratégies thérapeutiques ou d'accompagnement actuelles intègrent des pratiques d'acceptation de soi et d'autocompassion comme fondement de toute transformation durable. Si on ne génère pas cette sécurité et cette bienveillance, il est très difficile voire impossible de faire évoluer les choses. Pourquoi ? Précisément, parce que tout processus de changement requiert un environnement neurologique de sécurité. Et quand on est en mode menace, le cerveau se focalise sur la survie, pas sur la croissance. Donc, l'autocompassion, bien sûr, crée ce sentiment de sécurité intérieure nécessaire à l'apprentissage et l'évolution. Alors, par exemple, parmi les très nombreuses recherches dont on dispose, et il y a un volume extrêmement important, 6 semaines de pratique quotidienne de l'autocompassion augmente l'épaisseur du cortex dans les régions associées à la contenance et à la régulation émotionnelle, surtout le cortex ventromédian et orbitofrontal, et participe au développement des structures dévolues à l'altruisme. Et donc notre cerveau devient littéralement plus résilient et plus adaptable. Alors je vais partager avec vous une petite pratique d'autocompassion développée par Christine Neff et son collègue Christopher Germer, qui sont fondateurs du Center for Mindful Self-Compassion. Donc le centre pour la bienveillance envers soi-même, consciente. La première étape, c'est la reconnaissance de la souffrance. Alors je vous invite spontanément, intuitivement, à laisser venir à votre esprit une situation récente qui vous a mis en détresse ou en souffrance. Ça arrive dans le cours d'une vie humaine. Vous vous êtes retrouvé en train de lutter ou de souffrir, et une fois que cette situation est présente à votre esprit, de simplement poser une main sur votre cœur et de reconnaître, oui, ceci est difficile. Ceci génère de la souffrance pour moi. Voilà. Juste reconnaître, accueillir. L'étape suivante, c'est l'humanité commune. C'est nous souvenir
que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, universelle, que nous ne sommes pas le seul à avoir ce genre de difficultés, que ça ne fait pas de nous des personnes défectueuses ou anormales, non, les êtres humains souffrent de ce qui vous est venu à l'esprit et vous a fait souffrir. Et à ce moment-là, vous vous dites, je ne suis pas seul dans cette difficulté. D'innombrables personnes, en ce moment, vivent des défis similaires à travers le monde. C'est quelque chose que nous avons en commun, de galérer à certains endroits. Ensuite, bienveillance envers soi, imaginez que votre meilleur ami ou quelqu'un de très cher à votre cœur vive une difficulté de cette nature. Que lui diriez-vous ? Quelle tonalité dans la communication et la relation utiliseriez-vous envers elle ou envers lui ? Et puis, une fois que vous avez pris le temps d'imaginer ce que vous lui diriez, offrez-vous à vous-même ces mêmes paroles, exactement de la même manière. Et terminez cette petite méditation en vous répétant à vous-même « Puissais-je m'offrir la compassion dont j'ai besoin ? Puissais-je être patient et bienveillant envers moi-même ? Puissais-je m'offrir toute la compassion dont j'ai besoin ? Puissais-je être patient et bienveillant envers moi-même ? À mesure que vous faites ça, observez les changements dans votre corps, la respiration, la tension, la température, et vous verrez que l'autocompassion est un état psychophysiologique. C'est pas seulement un concept, c'est un vécu. Et je terminerai, nous sommes la période de l'Avent, en rendant hommage à tous mes amis chrétiens. Je n'ai rien contre le christianisme, contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui, bien au contraire, et de se souvenir de cette magnifique parole dite par le Christ, dont on célèbre la naissance, si je ne m'abuse, le 25 décembre, en tout cas, non seulement ceux qui y croient, mais ceux qui sont aussi sensibles à la symbolique, qui disait « Aime ton prochain comme toi-même ». Si nous ne commençons pas par être capables d'auto-bienveillance, il est très difficile en réalité d'être réellement dans la bienveillance. Il nous est plus facile d'être dans la bienveillance face aux gens que nous aimons que face à nous-mêmes. À nous de faire circuler tout ça pour nous construire dans cette aptitude qui libère. Demain, nous aborderons le sujet des stupéfiants bienfaits neurologiques de la gratitude. On restera dans les choses très bonnes et très puissantes.